J'ai peur parfois d'oublier la mère que tes absences confisquent, celle que tu as été. Tes mains, tes longues mains dont j'ai hérité, qui me massaient le ventre et m'ont rendu pour toujours prisonnier de mon enfance. Je suis une chanteuse franco-libanaise. Je chante en plusieurs langues. Chanter pour moi, c'est exprimer plein d'émotions, de sentiments, de messages. Cette semaine, dans le Paris des Arts, une voix qui s'élève, celle de la chanteuse franco-libanaise Hiba Tawaji. Un coup de cœur ou plutôt un coup de projecteur sur l'étoile de l'artiste Alexandre Becker. Mais tout de suite, on va retrouver un comédien et écrivain qui joue et qui écrit comme il respire. Jacques Gamblin est notre invité à l'occasion de la sortie de son roman Mer à l'horizon. On va la retrouver. Bonjour Jacques Gamblin. Bonjour. Enchanté. Je suis pas du tout étonnée que vous nous ayez donné rendez-vous ici au 104, qui est un lieu ouvert à toutes les disciplines artistiques, à tous les publics. C'est un lieu où les frontières n'existent pas, où les casquettes, les cases n'existent pas. Ça vous ressemble? Oui, ça me ressemble parce que pour moi, c'est un lieu où on respire. Voilà, il suffit de venir sans aucune autre intention que de se poser, de regarder, de profiter, d'observer les gens, les amateurs, les pros. Et tout ça cohabite. Pour moi, c'est un jardin d'humanité. C'est une bouffée d'air. Vous êtes venu aussi ici en résidence. Quel est le dernier spectacle que vous avez créé? On a joué Hop avec Raphaël Delaunay ici. Ça, c'était le dernier spectacle, mais j'en ai joué plein d'autres avant et répété dans les studios, parce qu'ici, il y a des studios de répétition partout. Non seulement c'est beau, mais ce qui s'y passe aussi à l'intérieur est beau. C'est un lieu de cœur. Voilà. Bon, Jacques Gamblin, on parle un peu de vous. Vous avez écrit beaucoup de textes, surtout destinés à être joués sur scène. Là, vous publiez un premier roman qui s'appelle Mer à l'horizon. C'est un récit sur la mémoire qui flanche, l'amour qui reste. C'est un livre, non pas sur votre mère, mais avec votre mère. C'est important pour vous, cette nuance. Pourquoi ? Ah bah oui, elle est importante, la nuance, parce que c'est pas un hommage à ma mère, c'est une recherche de cette femme qui perd un peu la boule, comme tout le monde plus ou moins en vieillissant, et moi je cherche la boule, voilà, et parfois je la trouve. Voilà, c'est-à-dire que je cherche ces moments où le lien peut encore se faire autrement que par la conversation, parce que la conversation se raréfie, les mots se raréfient, donc je cherche comment faire encore et pas subir cette situation, mais en profiter encore et sentir encore à quel endroit elle peut me transmettre encore des choses. Bon, c'est vrai que, je vais être très honnête, quand j'ai ouvert votre livre, je me suis dit, oh là là, encore un auteur qui parle de sa mère ou de son père. Oui, moi aussi, hein, j'avoue que j'ai hésité. Oui, voilà. Oui. Et puis finalement, vous m'avez totalement embarqué parce que vous venez de le dire, il y a de la joie dans ce livre, beaucoup de joie. Comment est-ce que vous avez trouvé le ton juste pour parler de la vieillesse sans tomber dans le pathos? Justement parce que c'est un livre qui se bat. Et quand on se bat, on est dans une forme d'énergie, et même si cette énergie, de part et d'autre, a bougé, et s'efface un peu d'un côté plus que de l'autre, et il faut encore chercher. C'est un livre qui m'aide, moi personnellement, et puis maintenant je sais aussi qu'il aide beaucoup de gens à vivre ce moment sans que ce soit cette charge de subir les événements. Vous posez une question difficile dans ce livre, c'est que reste-t-il quand les mots s'en vont? Et vous écrivez cette chose que j'ai trouvée très belle. J'écris pour ne pas oublier, pour t'aimer mieux. Qu'est-ce que ça veut dire, t'aimer mieux?
Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que si on se met à définir qu'est-ce que c'est que l'amour, on y sera encore demain matin. Ça veut dire surtout t'aimer encore, t'aimer toujours avec ce que tu es maintenant et avec tes effacements, tes manques. Et peut-être parce qu'il y a toujours une culpabilité qui traîne dans ces affaires-là. On voudrait être toujours plus présent. Et cette petite culpabilité, peut-être c'est ça qui provoque cette phrase, pour t'aimer mieux, encore un peu mieux. Votre filmographie, elle est marquée par des rôles Impressionnante. Impressionnantes, mais par des rôles qui sont vraiment très disparates. Alors vous avez pu être facteur rêveur, vous avez pu être président, vous avez pu être stripteaseur. Comment est-ce que vous les choisissez, vos rôles? J'ai l'impression que ça vous arrive comme une heureuse catastrophe, non? Parce qu'on ne peut pas tout expliquer. Et quand on lit un roman ou quand on lit un scénario, il y a quelque chose qui se passe et qui est inexplicable. Parfois, c'est une scène emblématique qui d'un seul coup, vous donne envie d'y aller pour la totalité. Mais c'est comme une histoire, oui, d'amitié. On ne sait pas pourquoi. On se projette dans une histoire et pas seulement dans un rôle. On se projette parce qu'en fait, on se voit... Déjà, moi, je me vois déjà spectateur. Je me vois dedans et dehors. Et si je peux me voir dedans et dehors, alors je prends. Monsieur le Président, je me moquerais bien d'avoir été président si je ne change pas la vie des Français. Je guiderai le gouvernement vers des mesures importantes. Si vous deviez donner un conseil, un seul, à un jeune artiste, ce serait lequel? Ah ben, fonce. Fonce. Ne te retourne pas. C'est le pire. Le regret, donc il faut y aller. Merci beaucoup. On part à présent à la rencontre d'une artiste à la voix inoubliable, alliant puissance lyrique et fragilité. Un inconnu qui passe, n'en garder aucune trace. La franco-libanaise Hiba Tawaji brille sur les scènes du monde entier. Elle a prêté sa voix à Jasmine dans la version française du film Aladdin en 2019. Elle a aussi enfilé le costume d'Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Trilingue, ancrée dans son époque, elle incarne une francophonie vibrante et moderne. Porte les heures et le sang des anciens. Ça ne fait pas de bruit, mais cogne à l'intérieur. Bonjour Hiba. Bonjour Valérie. On vous interrompt en pleine création. Aucun souci. On débute cette interview par un grand moment d'émotion lors de la réouverture de Notre-Dame. Vous avez ému le monde entier en chantant. Quel souvenir vous en gardez? Je garde un souvenir très très fort. C'était un moment très émouvant pour moi, très touchant, qui m'a vraiment marqué. Un moment que j'oublierai jamais, qui me permet de sentir vraiment pourquoi j'ai choisi de faire ce métier, pourquoi j'ai choisi la chanson, pourquoi j'ai choisi de chanter et d'utiliser ma voix pour faire passer des émotions et des messages. Alors, autre moment hautement symbolique, on est en 2017, nous sommes en Arabie Saoudite et vous êtes la première artiste féminine à vous produire seule dans le pays. Oui. C'était à quelle occasion? Quand moi j'ai fait ce concert-là, c'était la première fois qu'une femme se produit en public, devant un public féminin. À 100%. Pour moi, c'était une très grande responsabilité parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Elles étaient tellement émues, tellement heureuses d'être là qu'elles chantaient avec moi mes chansons à voix haute, comme ça. Elles exprimaient leurs émotions, leurs sentiments. Et pour moi, c'était un moment très fort parce que c'était aussi une manière de dire que la musique pouvait aussi changer les choses. Vous êtes parfaitement trilingue. Alors j'étais curieuse de savoir comment vous choisissiez la langue lorsque vous composez, vous écrivez une chanson. C'est très naturel, surtout qu'en tant que Libanaise, on est, je vais dire, en grande majorité trilingue. Moi, ma langue maternelle, c'est l'arabe. Ma deuxième langue, c'est le français. Mais en tant que Libanaise, on mélange toujours dans une même phrase les trois langues. Les albums que j'ai déjà faits sont principalement en arabe. Et là, je suis heureuse, je suis contente de finalement d'enfin pouvoir sortir un premier album en français, qui est l'album live à l'Olympia, où il y a beaucoup de chansons en arabe de mon répertoire, mais aussi beaucoup de collaborations, de duos.
Et là, je suis au studio en train de préparer mon premier album en français avec des chansons originales. Dans cet album qui sort tout juste, il y a tes titres célèbres, mais il y a aussi beaucoup de duos. Comment est-ce que tu choisis tes collaborations? Chaque artiste que j'ai invité, chaque choix que j'ai fait, c'est un choix qui avait du sens. C'est des artistes que j'admire énormément. C'est vraiment des choix que j'ai fait avec le cœur. Apprendre à rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux et savoir donner. Avec qui vous avez chanté? Quels sont ces duos? Il y avait Florent Pagny, Lara Fabian, Ibrahim Malouf, Mathieu Chédid, Icar et Madame Monsieur. Alors Ibrahim Malouf, c'est votre mari. Oui. Comment est-ce que vous vous nourrissez l'un l'autre artistiquement? Déjà, j'admire beaucoup ce qu'il fait. Pour moi, c'est une inspiration. Il a joué un très grand rôle aussi lors du concert de l'Olympia, pas que sur scène, mais aussi dans les coulisses. Il était vraiment là durant la préparation et toute la conception du concert. Vous avez interprété en arabe cette chanson célèbre de Michel Legrand, Les Moulins de mon cœur. Pourquoi avoir choisi ce titre? Parce que c'est une chanson que j'aimais beaucoup de Michel Legrand. Et je voulais à tout prix essayer de l'adapter en arabe. Avec cette chanson, j'ai essayé de faire une version très passionnée. Et c'est une chanson qui est une des chansons phares, on va dire, de mon répertoire personnel. وجوه أسامي ببالي حدا يذكرني لمين. Cette semaine, dans notre coup de cœur, je vous emmène à la rencontre d'un artiste amoureux de l'illusion, de la prolifération, de la rigueur poussée à l'extrême. Alexandre Bakker nous ouvre les portes de son univers à l'œil du 8 dans le 18e arrondissement. Bonjour Alexandre. Bonjour Valérie. Je suis ravie de découvrir votre travail à l'occasion d'une exposition qui s'intitule « Accueillir l'invisible ». Oui. Je trouve que ça vous va bien parce que lorsqu'on regarde vos œuvres, on se demande quand même où est-ce que vous allez chercher tout ça. Est-ce que vous avez le sentiment d'être guidé quand vous créez? Guidé, je veux bien, pourquoi pas, au sens où je me laisse faire, ça c'est certain. Très souvent quand je dessine, je commence n'importe où et je laisse, vraiment comme des poissons qui montent, je laisse émerger l'image. Et moi je ne suis là que pour aider et accompagner l'émergence des images. Il y a dans vos toiles des corps sans visage, des visages sans corps, des monstres, des images qui se télescopent. J'ai bien compris qu'il n'y avait pas forcément d'intention au départ, mais quand on regarde par exemple ce tableau-ci, a posteriori, qu'est-ce qu'il nous raconte, qu'est-ce qu'il vous raconte? C'est typiquement un tableau où j'avais une idée et elle a évolué au cours de la confection. C'est-à-dire l'idée de départ, c'était de créer un contraste entre deux types d'êtres et qui sont comme des anges pour moi, et au contraire des êtres qui nous font face, qui nous dévisagent, et nous, on n'est que des visages, parce qu'on n'a pas de corps. Ça, si c'est Adam et Ève, la pomme avait vraiment le goût du péché. Hein. Vous exposez presque toujours avec une autre artiste, Marion Hellman, qui était votre compagne, disparue il y a maintenant 6 ans. Elle avait comme vous ce foisonnement incroyable, vous partagiez le goût du détail. Quelles étaient ses sources d'inspiration? Marion aimait plonger dans ses œuvres. D'ailleurs, elle peignait par terre. Pour moi, il y a quelque chose, comment dire, presque de prophétique dans son inspiration. Alors, elle s'est représentée elle-même. Elle est là, voilà. Ouais. Vous êtes là. Mais Marion s'est représentée vraiment comme projetée dans l'existence et essayant de tenir le corps, mais le corps chute dans l'abîme, et de l'autre côté, l'esprit. C'est vraiment quelqu'un dont on pouvait dire qu'elle savait ce qu'elle voulait, c'est-à-dire sa mort, pour moi, fait partie de ce qu'elle voulait, puisqu'elle a mis fin à ses jours. Aujourd'hui, vous avez envie de faire connaître son œuvre, de quelle manière? L'exposer, c'est certain. J'ai besoin de gens qui s'y intéressent. Vendre, c'est nécessaire pour
construire une présence dans le temps. Et c'est vraiment ça que je veux faire.